Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de Madagascar et de la transition encore. La SADC exige une feuille de route avant mars 2026. Le président de la transition de Madagascar, Michael Radiranirina, a effectué une visite de travail à Pretoria, en Afrique du Sud, ce 16 janvier. À l'issue de laquelle cette déclaration nous intéresse, celle du président sud-africain Cyril Ramaphosa, également président en exercice de la SADC, l'organisation sous-régionale de l'Afrique australe, la communauté de développement de l'Afrique australe plus précisément, et qui demande à ce que Madagascar fournisse une feuille de route de sortie donc de la transition au plus tard à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire mars 2026, une exigence de la communauté pour éviter que la situation ne tourne à des dérives autoritaires et n'affecte également les autres pays membres de la communauté. Les exigences de la SADC depuis le renversement du président malgache n'ont pas encore été satisfaites dans leur totalité. Il manque toujours cette feuille de route consensuelle entre Madagascar et la SADC pour conduire la transition avant d'imaginer, ça dépendra maintenant de la date fixée, pour voir si chaque partie va respecter ses engagements pour le retour à l'ordre constitutionnel, Mathieu. Oui, il faut faire une parallèle entre ce qui se passe dans la plupart de nos pays qui ont connu des coups d'État ou qui connaissent actuellement des transitions pour dire que c'est une bonne chose de constater que nos institutions sous-régionales aujourd'hui se réveillent pour s'inscrire dans la prévention, ce qui a longtemps manqué au sein de la CEDEAO. La SADC aujourd'hui, en exigeant une feuille de route claire avant mars, s'inscrit dans cette prévention. Vous n'êtes pas sans savoir que la transition malgache aujourd'hui est un peu délicate et reste encore un fourre-tout ou bien reste dans un flou où on ne sait pas réellement ou concrètement quelle est la vision ou bien quelles sont les vraies intentions des dirigeants ou de la junte actuelle au pouvoir. Mais force est de constater que, et le doyen l'avait dit tantôt, les juntes, généralement, ou bien les militaires généralement venus au pouvoir, ne viennent pas pour le rendre tout de suite aux civils. Ils sont dans une logique de garder le pouvoir et de rester le plus longtemps possible. C'est ce que nous constatons en tout cas. Et que nos institutions aussi ont eu le temps de le constater et d'apprendre des erreurs du passé. Et donc, déjà exiger une feuille de route claire permettra de pouvoir suivre les actions de cette junte et ensuite pouvoir prendre des décisions qui vont contraindre cette junte-là à aller vite vers la fin d'une transition et rendre le pouvoir aux civils si tel est que c'est la volonté de la junte actuelle. Mais si les dirigeants actuels du Madagascar ne sont pas dans cette logique, elle peut toujours au nom de la souveraineté, comme on a l'habitude de le proclamer, refuser de présenter une feuille de route en respectant ce que la SADC aurait exigé. Et nous l'avons connu déjà dans la sous-région, qui a d'ailleurs amené le Burkina, le Mali et ensuite le Niger a quitté la CEDEAO. Ça peut également se passer au Madagascar, sauf si les dirigeants actuels, et comme je l'avais dit dans le cas de la Guinée, sont de bonne foi. Mais j'ai l'habitude de dire que le pouvoir est comme un virus, malheureusement. Et lorsqu'on est attaqué par ce virus, c'est souvent très difficile de s'en débarrasser. S'il n'y a pas des institutions fortes, s'il n'y a pas des garde-fous qui vous contraignent vraiment à respecter la loi fondamentale, qui vous contraignent à partir dans le délai imparti par la loi, c'est souvent très difficile de façon volontaire de dire que bon, j'ai fini ce que j'avais à faire pour mon pays, je m'en vais. Et donc, surtout dans le cas des transitions où on ne sait pas la transition finit quand, c'est vraiment très très dangereux. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de délai et c'est très dangereux. La SADC joue très bien son rôle et je pense que il serait de bon ton de continuer à contraindre la junte à pouvoir vraiment présenter cette feuille de route là en mars et ce serait d'ailleurs dans l'avantage du pays.
Merci beaucoup. Eric Johnson, la SADC exige une feuille de route de sortie de transition avant mars 2026. On sait que c'est depuis la fin de l'année passée, en novembre, que le président André Rajoelina a été renversé et les militaires sont là. La SADC a mis la pression. La SADC avait fait une proposition de feuille de route. Il reste maintenant à ce que Madagascar lui fasse sa proposition et qu'on s'accorde sur les délais. La SADC voudrait avoir cette proposition avant mars 2026. Oui, d'abord, cette transition-là a été prévue pour 24 mois. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant ces 24 mois-là et comment allez-vous organiser des élections pour qu'il y ait un retour des civils au pouvoir? Je crois que c'est le fondement de cette feuille de route que la SADC est en train de réclamer des nouveaux dirigeants du Madagascar. Quand vous regardez un peu ce qui se passe, on a tout comme l'impression que l'histoire se répète un peu partout sur le continent et que les gens, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne cherchent plus à lâcher le pouvoir. Mon collègue parlait tantôt de virus. Mais ce virus-là, ça gangrène tout le corps. C'est pas une seule partie du corps pour qu'on puisse couper cette partie-là et avoir un corps sain. C'est très difficile. Et donc, je crois que les pressions qui sont faites par la SADC et l'Union africaine qui n'a pas encore lâché du lest parce qu'il y a toujours des sanctions de l'Union africaine contre ce pays-là après le coup d'État, même si ce coup d'État-là est intervenu après une révolution de la génération Z, qui a eu une révolution populaire. Donc, je crois que si on ne met pas de pression sur ce régime-là, je pense que les 2 ans, les 24 mois qui ont été annoncés vont passer tout de suite et personne ne verrait rien du tout. Et il y aurait peut-être même pas d'élection au bout du rouleau. Et donc, ce que demande aujourd'hui la SADC, je crois que c'est tout à fait logique. La SADC, en demandant cette feuille de route-là, veut aussi que la société civile soit impliquée désormais dans la gestion du pays. C'est pour ça elle demande qu'il y ait forcément un processus démocratique avec l'ensemble des citoyens, en demandant que les 103 partis, vous savez, ce pays-là a 103 partis politiques, c'est énorme. Et comment faire en sorte que tous ces partis politiques-là puissent participer à la gestion de la transition. C'est quand même lourd, néanmoins, qu'on prenne les plus importants, les plus représentatifs pour que cette transition-là soit gérée de façon consensuelle et que tout le monde accepte le déroulement de la gouvernance dans ce pays. La SADC, elle exige autre chose qui est très importante, à mon avis, c'est le calendrier électoral. Sans calendrier électoral, je ne vois pas comment on peut finir une transition dans ces conditions que nous connaissons aujourd'hui. Oui, un monsieur est là, un militaire, il dit « je suis là parce que le peuple m'a investi d'une manière un peu... pas du tout orthodoxe, il faut le reconnaître parce que c'est pas une élection qui lui a permis d'être là, mais c'est une révolution. Et donc, il faudrait qu'il mette sur la table le calendrier électoral
Et surtout, il faut que les conditions de ces élections-là soient clairement définies. C'est ce que la SADC demande et je crois que ça permettra quand même d'avoir une idée claire sur la gestion de cette transition. Et je rappelle que c'était à l'occasion des 3 mois de la transition, puisque la transition a commencé plutôt en octobre, en octobre 2025, que c'est à l'occasion de ce 3e mois que le président Randila Nirina s'est rendu en Afrique du Sud. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, on peut se dire déjà qu'à l'issue de 3 mois, on n'a pas de feuille de route, la transition navigue à vue, ou plutôt c'est la SADC qui met beaucoup trop de pression, parce que quelque part, on vient de parler de la Guinée-Bissau qui, juste au moins de 2 mois, a proposé, du moins a fixé une date et a commencé par prendre des actes. Au niveau un peu plus bas, en Afrique australe, ça fait 3 mois qu'on est là. Il y a déjà certains principes qui sont acquis, mais les détails ne sont pas là. Et c'est la communauté sous-régionale qui exige justement les détails avant la fin du mois de mars. Oui, 3 mois après, sans feuille de route, et on peut se dire que la junte... Est-ce que c'est lent ou bien c'est nous qui mettons la pression ou bien c'est la SADC qui met trop de pression? Je ne pense pas que la SADC met la pression. Je pense plutôt que la SADC est dans son rôle et ce rôle est très bien joué. Mais par contre, le contexte dans lequel la junte est arrivée au pouvoir et vu comment est-ce que les choses se déroulent jusqu'à ce jour, où on n'a pas de feuille de route claire, prouve qu'elle n'était pas préparée au pouvoir. Elle a dit qu'elle n'a pas fait de coup. Comme Eric le disait, ils sont venus gérer une situation parce qu'ils n'ont pas fait de coup d'État selon eux. Bon, ça c'est selon leur dire, mais lorsque on n'arrive pas au pouvoir par les élections, on parle quand même de coup d'État. Et donc, dans cette impréparation où ils sont arrivés, nous constatons qu'ils continuent de naviguer à vue. Et ça ne peut que donner l'impression qu'ils sont là, ils prendront goût et ils risquent de s'éterniser. C'est pour ça que je dis que la SADC est en train de jouer très bien son rôle. Elle est dans le rôle de prévention pour amener la transition à présenter une feuille de route claire. Et pour moi, à la fin de la transition, que ce soit un militaire ou un civil qui vienne au pouvoir, ce n'est pas là le problème. Mais il faut qu'on sache où est-ce que la transition veut aller. Le calendrier électoral, c'est quand les élections pourront s'organiser et permettre aux partis, aux acteurs politiques et à la population entière de se préparer pour ces élections-là. En sorte qu'on n'arrive pas à la fin des 24 mois de la transition et jusque-là, on ne se retrouve pas. La transition risque de perdurer et la méfiance de la population va s'agrandir et on peut encore aller vers une nouvelle révolution qui ne fait que retarder le développement du pays. Donc, pour moi, la SADC fait bien d'insister sur le fait que la feuille de route doit être présentée. Je pense qu'un mois est largement suffisant même pour présenter une feuille de route claire. C'est vrai que dans le cas de la Guinée-Bissau, c'est un peu délicat et plus exceptionnel, mais néanmoins, 3 mois, c'est largement suffisant pour avoir une feuille de route claire pour une transition de 24 mois. Eric, après 3 mois de transition sans feuille de route claire adoptée par la communauté sous-régionale, peut-on dire que les militaires au pouvoir à Madagascar ont traîné, ou est-ce plutôt la communauté sous-régionale qui met beaucoup plus de pression parce qu'on sait le contexte dans lequel les militaires aussi sont arrivés au pouvoir à Madagascar? Alors, de toutes les façons, quand vous suivez un peu l'actualité, vous vous rendez compte que actuellement on est en train de gérer ce pays-là par décret. Parce que ce n'est pas un pouvoir qui est issu d'une élection. Et donc, forcément, le pouvoir, pour le moment, n'a pas lui-même des objectifs clairement fixés. Il navigue à vue. Et malheureusement, ça agit sur tout le pays. Si on dit que la SADC met trop de pression, je pense qu'on n'est pas dans une logique de permettre à ce pays-là d'être dirigé de façon démocratique.
la SADC ne fait que jouer un rôle qui est le sien. Et donc, à partir de ce moment, dire que la SADC met trop de pression, je ne crois pas. Il faut plutôt dire que c'est le pouvoir en place aujourd'hui qui ne veut pas faire bouger les lignes. Il ne veut pas faire bouger les lignes ou c'est le contexte qui l'oblige à prendre assez de temps? Pour gagner du temps enfin, pour mieux organiser les choses, je suppose. Pas organiser les choses, mais pour mieux garder le pouvoir. On le dit, hein, si c'est un contexte. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce genre de régime. Une fois qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'il n'y a pas un dirigeant qui en est sorti victorieux, je pense que nous vivrons toujours cette situation. Le pouvoir ne veut rien faire pour que la transition finisse dans les 24 mois que lui-même s'est fixé. Hein. On parle de refondation. On veut refonder quoi, en fait? Madagascar, la structure peut-être de l'État, tout ce qu'il faut. En 24 mois, attention. Déjà, moi, cette dénomination-là m'a posé un problème. Quand ils sont arrivés au pouvoir en octobre, ils ont commencé par parler de refondation. Je dis, mais les gens là sont venus pour s'éterniser au pouvoir. Parce que quand on parle de refondation pour un pays qui a souvent vécu des crises, avec des chefs d'État qui cherchent toujours par des moyens un peu ambigu pour rester au pouvoir, c'est qu'on ne peut pas parler de refondation dans 24 mois. C'est incroyable. Et moi, la refondation a signifié déjà pour moi que les gens veulent perpétuer leur pouvoir. Et donc, la SADC doit forcément mettre encore plus de pression pour qu'on ait une feuille de route comme ça se fait en Guinée-Bissau. Est-ce une volonté délibérée de se maintenir au pouvoir ou plutôt la complexité de la situation? Parce qu'il faut rappeler que c'était à la suite des manifestations de la Gen Z pour réclamer de meilleures conditions de vie, surtout, qui ont fait que le président Andry Rajoelina a été poussé à la sortie des manifestations qui ont été parachevées par ce coup d'État. Bon, nous l'appelons coup d'État, même si le CAPSAT ne veut pas reconnaître qu'il en est un. Est-ce la complexité de la situation qui empêche les dirigeants militaires de proposer une feuille de route parce qu'ils ont déjà fait 3 mois, ou plutôt qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir? Parce qu'on a vu, il se peut qu'ils soient de bonne foi à suivre cette première déclaration, il se peut qu'ils soient de bonne foi et qu'ils veuillent juste aider. On pourrait se le dire. Oui, vous savez, nous faisons qu'interpréter les faits. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour résoudre les problèmes que posait la population en sortant pour manifester. Pourquoi? Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont estimé que le président en place ne pouvait plus gérer la situation, qu'ils sont venus pour rétablir l'ordre. Et rétablir l'ordre, pour moi, signifierait une transition et rendre le pouvoir à un président démocratiquement élu. Et donc, ils doivent s'en tenir à cela, rendre le pouvoir, faire une transition et rendre le pouvoir à un président démocratiquement élu qui aura présenté son projet de société aux populations, qui auront accepté ce projet de société et qui estimeront que oui, tel monsieur ou tel monsieur est bien placé pour diriger le pays et répondre à nos aspirations. Mais jusque-là, ce que nous constatons, c'est qu'ils sont dans un dilatoire où ils ne veulent pas présenter cette feuille de route claire en prenant le temps. Et plus ça va avancer, plus ils vont s'enraciner, plus ils vont trouver d'autres arguments pour rester au pouvoir. Et on finira par se retrouver dans un contexte où ils vont dire que bon, nous-mêmes, nous voudrons aller participer aux élections et ainsi, ils vont gagner naturellement ces élections-là pour continuer à s'éterniser. Donc, c'est délibérément qu'ils sont en train de gagner du temps et
Et comme le doyen le disait, il faut que la pression de l'Union africaine et de la SADC puisse continuer pour qu'on n'assiste plus à des transitions trop longues et dans nos pays africains. Alors, merci beaucoup à vous tous donc pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal et puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.